Le marché américain qui lui aussi est en train de réduire ses pertes et le Dow Jones à l'instant revient quasiment à l'équilibre. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le club de la bourse. Deux invités avec nous par téléphone pour nous accompagner jusqu'à la clôture des marchés européens qui sera négative, mais moins que ce qu'on aurait pu craindre puisqu'on a quand même bien réduit nos pertes. Le CAC, je le disais, qui a perdu jusqu'à plus de 3% au cours de cette séance, ne perd plus que 1,4% actuellement. Et on voit un Dow Jones aux États-Unis qui pointe dans le vert désormais. Benoît Pellois est avec nous par téléphone pour évoquer la situation de marché, stratégiste de Vega IM. Bonjour et bienvenue Benoît, merci d'être avec nous. Et Julie Jourdan qui nous accompagne également par téléphone, gérante action américaine chez Mansartis. Julie, j'allais vous interroger sur le sentiment de marché qui semblait avoir tourné ces derniers jours. Alors, est-ce que c'est un constat que vous partagez ou est-ce que la séance du jour montre avant tout la formidable capacité de résilience du marché américain en ce qui vous concerne, puisque le Dow Jones est positif au moment où on se parle, Julie? Julie Jourdan, avec nous. Oui. Oui, vous m'avez entendu, Julie? Oui, je vous entends, oui, tout à fait, bonjour. Non, ma question était sur le sentiment de marché que vous pouviez avoir aujourd'hui. Est-ce que ce sentiment est fragilisé au regard des derniers jours de baisse? On a vu une séance à -2 sur le Nasdaq mardi. C'est vrai qu'en Europe, on a pris un peu d'avance dans le retracement, dans la correction, mais au moment où on se parle, encore une fois, le Dow Jones est en positif. Oui, alors en effet, on a un marché qui reste quand même extrêmement, pour le moment en tout cas, résilient, après une reprise, on va dire, de 30% par rapport au plus bas, et quasiment en droite ligne. Donc on pouvait s'interroger sur les derniers jours sur, finalement, est-ce qu'on n'a pas une petite respiration sur les marchés qui était quand même relativement nécessaire, surtout au vu, en fait, de la montée à nouveau, en fait, d'un certain nombre de risques qui avaient été un peu occultés ces derniers temps. Et c'est vrai qu'hier, ce qu'a dit Jérôme Powell, c'est de dire finalement, aujourd'hui, après une phase d'anticipation d'une réouverture de l'économie et d'une amélioration des conditions économiques, il va falloir que ça se réalise. Et donc finalement, ces éléments-là ont mis un peu de doute sur le marché. Effectivement, aujourd'hui, ces doutes ont l'air d'être, en tout cas, plutôt moins fortement perçus qu'ils ne l'ont pu l'être hier, alors qu'effectivement, on a encore des chiffres de l'emploi qui sont assez comment dire, mauvais, moins pire qu'attendu, mais néanmoins qui montrent effectivement qu'on continue d'avoir une forte progression en fait du chômage aux États-Unis. Donc effectivement, on a des marchés qui se montrent assez résilients, il faut le reconnaître. On a vu revenir dans l'actualité pas mal de gros titres sur la question États-Unis-Chine. Julie, Donald Trump qui remet des menaces un peu sur le tapis au goût du jour. En tout cas, on sent que les tensions sont toujours là. Ça, faut-il s'en étonner? Je ne pense pas. Mais les gros titres faisant, est-ce que ça peut aider justement le marché à être un peu plus perturbé peut-être dans la séquence actuelle? Est-ce que c'est un facteur important là aujourd'hui? Alors, la Chine fait partie des éléments, effectivement, qui peuvent jeter des froids et remettre de la volatilité sur les marchés. C'est un des différents éléments, c'est-à-dire qu'effectivement, ces tensions vont sans doute revenir à plusieurs reprises. On a également tout un certain nombre d'autres éléments qu'il va falloir surveiller de très près dans les prochaines semaines. Le premier élément, c'est comment ça se passe dans les États qui sont en train de réouvrir leur économie. Et c'est vrai que pour le moment, c'est très tôt, puisque ces réouvertures ont eu lieu il y a à peine une semaine, 10 jours, mais on voit qu'on a pour le moment des indicateurs un peu divergents. Par exemple, je prends un exemple en Géorgie et au Texas, qui ont été donc les premiers, on a eu les résultats, à l'occasion de ces résultats, Uber a évoqué une remontée très forte des réservations dans ces deux États, avec des reprises de réservations qui progressaient entre 40 et 50% après des chutes absolument spectaculaires les mois précédents. À l'inverse, quand on regarde si l'activité des PME reprend, on s'aperçoit dans ces mêmes États que 30% des PME n'ont pas encore repris leur activité dans ces deux États-là. Donc on voit bien qu'il va falloir regarder ça risque de donner de la volatilité. Un autre élément de volatilité qui va être à surveiller de près également, c'est la montée de Biden dans les sondages, puisque très clairement, on est dans une année électorale, c'est dans pas si longtemps que ça, et on voit bien
que non seulement Biden progresse dans les sondages, mais que les démocrates, à l'occasion de ces élections, pourraient remporter à la fois la Chambre, le Sénat et donc également la présidence. Et ce qui veut dire que le coéquipier, ou en tout cas le vice-président qu'il choisira, sera un membre extrêmement important. Il sera très regardé en fait par le marché. Donc là aussi, aujourd'hui on ne le connaît pas, mais ça peut être un élément qui peut créer en fait des moments de volatilité sur les marchés. Et puis bien l'autre chose, c'est juste de savoir comment le consommateur américain et comment les Américains vont réagir une fois que ils vont avoir ce sentiment d'un petit peu plus de normalité dans leur quotidien. Et là-dessus, on le sait, la consommation aux États-Unis, ça représente les 2/3 du PIB. Il va falloir voir quelle est cette confiance des Américains à reprendre tout type d'activité. Et aujourd'hui, les derniers sondages montrent qu'ils sont encore très prudents. Seulement 18% d'entre eux sont prêts à reprendre leurs activités sans contrainte si elles étaient autorisées. Par exemple, aller au cinéma ou aller dans un bar ou faire du sport dans une salle de sport. Donc, on voit bien que tous ces éléments-là vont devenir des choses qui vont être très surveillées dans les prochaines semaines et ça viendra sans doute mettre un petit peu de volatilité sur ces marchés, même si, il faut le reconnaître, on a eu des bonnes nouvelles ces dernières semaines, à la fois du côté, je dirais, des entreprises, mais également du côté, en fait, d'une concrétisation de la réouverture de différents États aux États-Unis. Benoît Pelloual chez Vega IM, votre sentiment de marché et quels sont pour vous les déterminants du moment, les questions actuelles auxquelles font face les investisseurs pour la séquence du moment, j'entends Benoît. Pour nous, en tout cas, le sentiment de marché, il reste toujours à la prudence. Et d'ailleurs, dans notre allocation, on est toujours sous-pondéré sur les actions. On n'exclut pas d'ailleurs qu'on repasse par une période de stress relativement importante qui pourrait nous amener à revisiter justement, à retourner proche des points bas qu'on a pu connaître précédemment. Tout simplement parce qu'on a beaucoup de doutes quand on regarde ce rebond, parce qu'il a été essentiellement soutenu par la croyance que effectivement l'action des États et des banques centrales allait pouvoir nous sauver totalement. Or, en l'occurrence, les faits sont en train de montrer que, effectivement, l'action étatique ou monétaire ne peut pas se substituer à l'intégralité de l'activité économique et que, malgré tout ce soutien, justement, on n'échappera pas justement à des conséquences qui seront finalement assez désagréables. Et pour nous, effectivement, il y a trois éléments qui expliquent les difficultés du marché qu'on est en train de vivre maintenant. C'est que déjà, ce déconfinement ne veut absolument pas dire un retour à la normale rapide. Vous avez vu les propos de l'OMS hier, justement, qui expliquait que ce virus pourrait bien être endémique, qu'il fallait probablement plusieurs années pour le maîtriser. Des propos qui sont finalement assez inquiétants. Et puis un sondage assez intéressant aux États-Unis hier qui indiquait que effectivement, et c'est à mon sens ce qui est important, c'est que les populations vont continuer de se protéger malgré les procédures de déconfinement, puisque ce sondage indiquait que 70% des Américains ne comptent absolument pas reprendre une activité normale dans les prochains mois, et qu'il y avait notamment un tiers qui comptait même rester confiné alors qu'on est en train justement de lever les mesures qui avaient été mises en place. Donc oui, on est en train de voir que c'est quelque chose qui va finalement s'inscrire dans la durée. Après le choc du confinement, c'est le traumatisme post-confinement qui va être la question clé d'une certaine manière pour les marchés. Très clairement, et c'est d'ailleurs ce qu'on voit en Asie, qui est la première zone qui est en train de sortir de cette crise. En réalité, le virus n'a pas disparu, il est en partie un peu mieux maîtrisé, et ce dont on s'aperçoit, c'est que certes, l'activité industrielle revient un peu ou prou à la normale, c'est pas encore revenu sur les niveaux d'avant-crise, bien évidemment, mais on a un début de retour à la normale, mais qu'en parallèle, on a encore tout un tas d'activités qui sont tout simplement sont dans l'incapacité de reprendre dans les conditions actuelles parce que tout simplement c'est trop risqué, tout simplement elles n'ont pas de clients et que les populations continuent de se protéger. Et à mon sens, c'était justement un message assez intéressant, et c'est notamment ce qui explique la baisse d'aujourd'hui. C'est le message de la Fed d'hier, puisque le message de Powell était finalement assez réaliste, malgré malheureusement inquiétant. C'était de dire que il fallait s'inscrire dans une période de difficulté économique assez longue finalement, et donc on est en train de bouffer tous les espoirs justement de reprise en V qui avaient probablement bâti le rebond du marché au cours des dernières semaines. Message assez réaliste, puisqu'il est en train notamment en demandant un relais budgétaire supplémentaire, de laisser entendre que justement la politique monétaire seule ne peut pas tout faire face à une crise d'une telle ampleur.
Oh, reprise en V, je sais pas, en V sans doute pour certains secteurs et pour certaines entreprises. Quand on regarde le Nasdaq, oui, on a vraiment la forme d'un V, Benoît. Quand on regarde d'autres secteurs, vous le savez mieux que moi, on n'a pas du tout le début d'un V pour des secteurs beaucoup plus cycliques. Cette fragmentation de marché, pour vous, c'est une donnée là qui devient, c'est toujours la même question, mais qui devient presque structurelle. Est-ce qu'on peut envisager quand même des rotations? Ou est-ce que c'est Nasdaq, qualité, croissance, visibilité à tout prix? Et peut-être il n'y a plus de prix visiblement de ce point de vue-là, ou en tout cas les prix sont peut-être beaucoup plus hauts que ce qu'on peut imaginer. Oui, effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont écrites sur le monde d'après, sur ce à quoi on peut éventuellement s'attendre, etc. Beaucoup de convections, mais en réalité, la probabilité la plus importante, c'est qu'au final, le monde d'après ressemble farouchement au monde d'avant la crise, avec grosso modo les mêmes positions, les mêmes clivages, les mêmes raisonnements en plus affirmés. On le voit d'ailleurs très bien sur la question de la guerre commerciale. Très clairement, ça c'est un sujet qui est probablement renforcé par cette crise, ce qui était évoqué juste avant. Et c'est un peu la même chose. Le statut des valeurs de qualité, à notre sens, s'en trouve justement consolidé avec ce qui vient de se passer et qui va probablement en sortir renforcé, puisque on va vivre dans une période longue de doute sur les perspectives de croissance, qui vont donc toujours inciter à maintenir une prime de valorisation, aussi élevée soit-elle, sur les business models qui sont relativement solides et qui sont capables d'offrir un surcroît de visibilité. On va avoir des taux d'intérêt qui vont rester très bas, avec l'action des banques centrales qui, pareil, s'inscrit dans la durée, donc pour longtemps, et du moins, en tout cas, tant que l'inflation ne reviendra pas. Et donc ça va être de nature à gonfler justement la valorisation de ces valeurs de qualité, ces valeurs de croissance. Et puis plus spécifiquement, quand on regarde le cas de la tech, on évoquait le Nasdaq, là on est en présence d'un business model qui justement prospère sur les conséquences de cette crise. Il faut bien avoir en tête que le mouvement qui tient à la tech, c'est ce mouvement de digitalisation de notre société. L'objectif même de ce mouvement, c'est de réduire les frictions dans l'économie et donc les contacts humains. Donc c'est grosso modo la meilleure protection dans le monde qui nous attend au cours des prochains mois. Donc c'est pas illogique de voir ces valeurs offrir la meilleure visibilité et donc bénéficier d'une prime de valorisation extrêmement élevée. Il n'y a pas de raison en tout cas que ça change fondamentalement en dehors de mouvements de rebalancement de court terme. Ouais. Julie Jourdan chez Mansartis, gérante action américaine. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cette situation de marché? Est-ce qu'on s'y habitue? Est-ce qu'on est confortable avec cette idée-là de cet écart, deux mondes, le Nasdaq et le reste du monde? Je caricature un peu les choses, mais justement, allons au-delà de la caricature. Est-ce qu'en dehors des GAFAM et en dehors du Nasdaq, on trouve quand même des idées d'investissement un peu différentes peut-être que ce groupe de valeurs ou ces thématiques qui sont quand même très détenues aujourd'hui ou très suivies par les investisseurs? Alors, je pense qu'effectivement, on a une prime, et c'est ce qui a été très justement dit juste avant, effectivement, à toutes les sociétés qui offrent de la visibilité, de la qualité et effectivement de la croissance, quel que soit l'environnement. Donc de ce point de vue-là, les très grands groupes, effectivement comme Microsoft, Apple, Facebook, Google, sont bien évidemment extrêmement détenus. Après, ce que cette crise a révélé, elle a été un accélérateur de tendance assez formidable pour pointer du doigt à quel point cette digitalisation allait être quelque chose qui allait s'installer dans la durée et s'accélérer dans son utilisation au quotidien. Nous, ce qu'on remarque, c'est que dans cette crise, on a pu déceler, ou en tout cas on observe, qu'il va y avoir deux types en fait d'acteurs qui peuvent être identifiés. Ceux qui vont bénéficier, en fait, on va dire, à très court terme de cette situation et de cette crise qu'on a pu connaître. Et là, on va voir qu'on va retrouver, en fait, tout un certain nombre de sociétés qui ont permis, dans les conditions de confinement et d'immédiateté, de répondre à des besoins immédiats et de devenir, en fait, des acteurs critiques dans de gestion de cette crise. Le plus connu d'entre eux, c'est sans doute Zoom, qui a été utilisé et adopté par des milliers, des dizaines de milliers d'entreprises du jour au lendemain et qui vont effectivement être des acteurs qui, dès le court terme, en fait, permettent d'être dans d'identifier cette tendance très forte de digitalisation. Et à côté de ça, on a des tendances plus long terme sur lesquelles on travaille,
qui seront là au-delà du confinement, au-delà en fait de cette phase à très court terme qu'on est en train de connaître et qui vont s'installer dans la durée. Notamment, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de tendances qui vont être là et qui vont se renforcer, la cybersécurité par exemple, ou ce type de tendance, tout ce qui concerne la médecine. Donc on va trouver effectivement un certain nombre d'acteurs qui peuvent répondre à cette évolution de la société qui a été effectivement accélérée par la propagation du Covid-19. Mais c'est vrai, il faut le reconnaître, les géants du type Microsoft, encore une fois, Facebook, Google et Apple, ont une visibilité et sortent dans cette phase de crise sans doute encore plus important qu'il ne l'était au préalable. Bon, on l'a vu effectivement, hein, ces valeurs-là ont porté les marchés américains, le Nasdaq en premier lieu, et des marchés américains qui résistent encore très très bien. On a eu quelques séances de baisse quand même, hein, notamment mardi, on a vu moins 2% sur le Nasdaq, mais voilà, ça reste très très limité puisqu'on a des marchés américains qui reculent de moins de 0,5% actuellement, alors qu'en Europe, on va terminer sur une note beaucoup plus négative, hein, moins 1,5%, 2% pour certains indices européens à l'arrivée. Clôture définitive du CAC à suivre dans 3 minutes. Merci à vous deux, merci beaucoup d'avoir été avec nous par téléphone pendant ce quart d'heure. Julie Jourdan, gérante action américaine chez Mansartis, et Benoît Pelloual, stratégiste de Vega IM, nous accompagnaient. On marque une pause. Clôture définitive à Paris dans un instant. On perd 1,87% sur le CAC 40, entrée au fixing, et les commentaires d'Andrea Tchioni qui nous rejoindra par téléphone depuis Saxo Bank dans un instant. La clôture définitive à Paris dans quelques instants. Le CAC 40 qui va terminer au-delà des 4250 points sans doute, en baisse de près de 2% néanmoins. Mais cette séance aura été intéressante. Andrea Tchioni est avec nous quelques instants, quelques minutes.